enrobé dans l'inconscient du génocidé esclave. Les Africains qui, pendant plus de 100 000 ans, ont seuls peuplé la terre et ont évolué avec l'univers, en observant, apprenant et appliquant dans l'invention les lois de la nature, se sont retrouvés au fil des multiples défaites des 3 derniers millénaires et définitivement pendant les 7 derniers siècles, vaincus, dominés, mis en esclavage, en colonisation et en néocolonisation. Avec le recul de l'analyse, on a l'impression que les Africains à la peau noire, qui sont sortis du continent à un moment ou à un autre de l'histoire de l'humanité et qui ont subi une dépigmentation de la peau pour mieux s'adapter au climat de leur nouveau continent d'accueil, se sont retournés contre leurs ancêtres d'origine pour mieux s'affirmer sur la planète Terre en procédant à une conquête et à une domination étendue du continent de leurs aïeux noirs et à une déclassification humaine et dépersonnalisation de l'ancêtre de l'humanité. L'Africain du XXIe siècle cherche encore le chemin pour sortir du génocide plusieurs fois centenaire. Le policier américain qui abat un enfant noir est convaincu dans son fort intérieur qu'il abat un animal, un sous-homme, un brigand né ou un déséquilibré notoire qui menace son humanité de blanc. Je cite ici, « Tout indique que la bête des champs qui tenta Ève était une négresse qui tenait à Ève de femme de chambre », écrivait l'Américain Carroll dans son livre publié en 1902. 2 ans plus tôt, il apportait, je cite encore, des preuves bibliques et scientifiques de ce que le noir n'appartient pas à la famille humaine. Toutes les enquêtes scientifiques montraient à l'évidence de la constitution proprement simiesque du nègre. Fin de citation de Carroll. On pourrait rire de tout cela si ces pensées, même profondément refoulées, ne géraient pas le subconscient de tant de noirs et de blancs à travers le monde en 2017, malgré les déconstructions des découvertes scientifiques contemporaines. Le noir d'Afrique qui va à l'église vénère un blanc peint en grandeur nature au-dessus de l'autel. Allez aujourd'hui en 2017 à l'église catholique Sainte-Monique de Makepe à Douala, entre autres, c'est la norme. Ce noir a intégré que le noir est de la nature du diable et que l'évangile de Jésus-Christ ou le message coranique sont venus le sortir de l'abîme et lui offrir le chemin de la lumière vers Dieu. Il est convaincu que Dieu est blanc et bon, que le diable, tout comme le noir, est mauvais et méchant. Sa spiritualité ancestrale n'est qu'un obscurantisme satanique qui l'empêche d'accéder à Dieu. Sa relation avec ses ancêtres le détourne du salut divin. Le blanc arabe lutta une perche de salut grâce au Coran de Mohammed. Le blanc européen lui apporte la Bible de Jésus-Christ pour le sortir des ténèbres. Sa condition de sous-humanité l'a réduit en esclavage. Le noir est devenu synonyme d'esclave, aussi bien chez le blanc arabe que chez le blanc d'origine européenne. Le noir doit donc s'affranchir des ténèbres, de sa sous-humanité, de son statut d'esclave pour accéder au rang d'humain. Il doit sortir de sa condition de noir et pour y arriver, il doit singer, imiter, ressembler au blanc, arriver et s'asseoir à côté de lui et être reconnu
comme un membre à part entière de l'humanité. Le noir a été instruit que ses ancêtres n'auraient rien inventé pour le progrès de l'humanité, que lui devrait se mettre résolument à l'école des inventions du blanc pour lui permettre de sortir de sa sauvagerie, sa barbarie et sa non-civilisation. La sorcellerie du blanc invente les avions, les voitures, la télévision. La sorcellerie du noir est là pour tuer son frère. Voilà ce qui est imprimé dans le mental du noir, mais aussi dans le mental du blanc en relation avec le noir. Ce génocide spirituel et intellectuel est généralisé, il perdure. Les découvertes de la recherche scientifique qui battent en brèche toutes ces contre-vérités et falsifications de l'histoire, on peut modifier l'esprit profond des populations noires ou blanches en ce 2017. Voilà donc le premier point que je voulais soulever, ce génocide spirituel et intellectuel durable. Le deuxième point que je vais aborder, c'est l'impasse de la sortie de ce génocide. Aujourd'hui, nous le savons, le noir d'Éthiopie qu'on appelait Enoch a écrit son livre saint 9000 ans avant Jésus-Christ. Et 309 passages de ce livre, banni, se retrouvent dans les deux parties de la Bible actuelle. Ce livre est aujourd'hui disponible sur le marché, on peut l'acheter. Au IVe siècle, les Romains, surtout l'empereur Constantin, au concile de Nicée en 325, et l'évêque Philastrus de Brassia, mort en 387, ils se sont chargés de dénigrifier, comme dirait le professeur Bilogo, dénigrifier le Christ et la Bible que les chrétiens devaient utiliser jusqu'aujourd'hui. Je vous donne une citation ici, du père Angelvin Veng, que tout le monde connaît. C'est en Égypte qu'est née la plus ancienne et la seule religion de l'Antiquité, dont le dogme enseigne la victoire de la vie sur la mort, dont la morale annonce le décalogue et la bonne nouvelle des béatitudes. Matthieu 5, de 1 à 12. Et dont le livre des morts semble une préface fantastique au 25e chapitre de Saint Matthieu, Matthieu 25, 31, 46. C'est ici, en Égypte, que dès le 5e millénaire avant notre ère, Isis et Osiris ont enseigné à l'humanité la vérité sur l'homme, sur le monde et sur l'au-delà, fondée sur l'affrontement entre la vie et la mort, c'est-à-dire la praxis et la libération. C'est aussi dans cette Égypte des saints et des génies que la spiritualité chrétienne, au sens moderne du mot, a trouvé son berceau, ses ancêtres, ses théoriciens et ses prophètes. Voilà ce que révélait le père Angelvin Veng. Et je crois que Karamba Ansako reconnaît bien cette citation, puisqu'il a cité dans son livre. Voilà donc ce que le père Veng écrivait. Il a été assassiné le 23 avril 1995, ici, à Yaoundé. Le Shemshumat Grégoire Biogo nous apprend que Youssa est le nom originel, le tout premier qu'ait jamais porté le Messie. Et il ajoute, Youssa égyptien a donné en araméen Yeshua. Yeshua en araméen va donner en hébreu Yeshushua. Yeshushua ben Joseph, c'est-à-dire Jésus, fils de Joseph. Puis Yeshushua va se décliner en langue grecque. Jesus, enfin dans les langues d'origine latine, Jésus. En terre arabe, en terre d'islam, la graphie égyptienne ancienne a été conservée et se dit Issa. Le professeur Biogo, le professeur Biogo révèle encore. Le terme Marie vient de Mégénéter, mérite, mairie, ta, mairie, terre,
aimer. Mere Nedjer, c'est-à-dire l'aimer de Dieu, qui a donné Myriam ou Mariam en araméen. Myriam ou Myriam en hébreu que l'on peut rapprocher de l'hébreu Mara. Mara en arabe. Maria en grec, latin, sanskrit. Maria a été conservée en langue et camp pour ceux qui sont dans la salle. Fin de citation du professeur Grégoire Biot. Donc, même les noms de Jésus, de Christ et de Marie datent d'avant la période de Jésus-Christ et de Marie de la Bible. Et qu'en est-il du Coran? Je cite ici encore le professeur Kalam Ansako. Abu Abd al-Bilal ibn Rabah al-Abachi est issu de la noblesse abyssinienne installée au Yémen, qui était un territoire conquis par l'Empire abyssin. En effet, en l'an 571, le Négus Gabral Maskal, empereur de la puissante Éthiopie, confia la conquête du sud de l'Arabie à un général d'armée, le prince Abraham Asram. La fille de sa sœur, la princesse Amama, faite prisonnière, épousa le jeune chef rabbin de la tribu négro-arabe des Banu Djoumou. Leur fils aîné, Bilal ibn Rabah, se rallia au prophète Mohammed ibn Abdallah et devint l'adjoint du prophète à titre de muezzin, ayant à charge de faire la danse, c'est-à-dire l'appel à la prière, et d'administrer ses biens. Fin de citation du professeur Kalam. L'origine des religions du livre, qu'on appelle aussi religion révélée, s'impose de plus en plus par l'origine africaine, je vais dire. L'origine africaine des religions du livre ou des religions révélées s'impose de plus en plus par la recherche historique. L'origine africaine des mathématiques n'est pas seulement attestée par la calculette de l'os d'Ishango en RDC, 22 000 ans avant Jésus-Christ, mais comme nous avons vu hier grâce à Pascal Kossivier Adjamago, aussi par la pierre trouvée à 300 km de Cape Town sur la théorie des éléments finis, ou la découverte qu'on a vue hier aussi au Kenya, datant de 75 000 ans avant Jésus. Donc les découvertes multiples nous montrent non seulement que l'Afrique est l'origine de l'humanité, mais qu'elle est aussi l'origine de la spiritualité, de la religion, de la philosophie, des mathématiques, de l'astronomie, de la médecine et des multiples sciences qui ont fait évoluer l'humanité. Or, l'Afrique a été engloutie depuis 7 siècles dans un gouffre noir de mémoire effacée par un génocide spirituel et intellectuel bien entretenu, même après les indépendances formelles d'il y a, c'est aussi vrai, seulement 57 ans. 57 ans, ce n'est pas beaucoup par rapport à toute cette histoire de l'humanité. Ces lieux instruments de génocide s'appellent la langue officielle étrangère utilisée dans un pays africain. L'école, ce centre d'extraversion mentale du primaire à l'université. Le livre scolaire et non scolaire importé qui ne rapporte nulle part l'héritage scientifique et intellectuel des peuples africains dans la discipline enseignée. Les médias qui se distinguent comme un havre d'extraversion et de domination étrangère à travers les banques de données de la presse écrite, la radio, la télévision, et aujourd'hui, l'Internet triomphe par la quasi-absence des injections africaines dans la structuration et les données circulant dans ces réseaux, nouveaux réseaux de technologies de l'information. Voilà donc mon deuxième point qui parle de l'impasse
pour sortir du génocide. Et mon dernier point, c'est la mise en place d'une structure pour la renaissance africaine. Il y a beaucoup d'exemples, je vais seulement prendre celui que je connais, la Fondation Afrique Avenir International. Nous étions dans cette salle du Palais des Congrès le 8 et le 9 janvier 1986 pour suivre les leçons de Cheikh Anta Diop. Lui et moi avons passé quelques heures chez moi, à la maison, à Obili. Est-ce curieux? Mes enfants, encore très jeunes, l'interrogeaient sur les étapes à traverser après la mort. J'ai eu le réflexe d'enregistrer cette conversation sur magnétophone. Quelques semaines après, le 7 février 1986, Cheikh Anta Diop traversait l'au-delà à Dakar. Et son laboratoire où il m'avait reçu en 1979 était cambriolé juste après son décès. D'après mes informations, ce laboratoire a disparu depuis. Cheikh Anta n'avait pas le droit d'enseigner à l'université de Dakar pendant tout le règne de Senghor. C'est dans son laboratoire qu'il recevait et professait. Il m'avait dit son amertume sur des jeunes chercheurs africains qui avaient détourné l'argent d'un colloque scientifique mondial qu'il voulait organiser et insistait sur l'urgence de la traduction du dictionnaire allemand de l'égyptien pharaonique dans les langues africaines. En 1981, j'ai mis sur pied au sein de l'université de Yaoundé 1, ici, un groupe de recherche pluridisciplinaire qui a sillonné tout le Cameroun jusqu'en 1986. Il s'agissait d'enregistrer les vieux Camerounais âgés de 80 à 110 ans pour qu'ils nous disent comment était le Cameroun avant l'arrivée des Européens et de ce qui s'est passé, qu'ils nous disent ce qui s'est passé avec le choc colonial. Les linguistes qui, depuis 2015, transcrivent et traduisent ces témoignages, les témoignages de ces 176 vieux Camerounais, disent tous la même chose. Je cite, « Personne ne nous a jamais dit tout cela. Nous n'avons appris cela ni à l'école, ni au lycée, ni à l'université, jamais. » Ces linguistes-là, ce sont des universitaires. Hein? Comme j'avais compris depuis longtemps qu'il était difficile d'aller plus loin au sein d'une structure universitaire, j'ai créé en 1985 Afrique Avenir comme centre de création et de recherche qui est devenu en 1993 une fondation. Il fallait bien un lieu de convergence des énergies portant la vision d'une Afrique achevant sa libération par une renaissance fondamentale. C'était bien ambitieux pour un simple citoyen comme moi, mais je n'avais pas le choix. J'étais convaincu qu'on ne pouvait pas continuer à parler de la sortie du génocide spirituel et intellectuel des peuples africains si on ne s'engageait pas à mettre en place des structures offrant un cadre approprié. Au sein de la Fondation Afrique Avenir International, installée sur un terrain de 2300 m² à Douala, et qui travaille, je termine. C'est très important. En 86, on était ici avec Cheikh Anta Diop. Il faut dire ce qui s'est passé, où est-ce qu'on en sort. Au sein de la Fondation Afrique Avenir International, installée dans sur un terrain de 2300 m² à Douala, et qui travaille aujourd'hui en partenariat avec le CERDOTOLA, le CICIBA, la Savama DCI du Mali, le Centre national des arts et de la culture de Gambie, avec des sections aujourd'hui à Berlin, Vienne et Paris, et un correspondant à Séoul, on retrouve ceci. C'est 9 choses. La bibliothèque Cheikh Anta Diop, qui collectionne des ouvrages et des archives de 1840 à nos jours sur les questions africaines et mondiales, abritant une section recherche et une section jeunesse. Deuxièmement, les éditions Afrique Avenir qui, depuis 1985, publient les ouvrages fondamentaux sur le passé et le devenir de l'Afrique, ouvrages scientifiques ou de belles lettres. Troisièmement, le génie africain,
un espace de librairie de distribution dans environ 30 pays, d'exposition et une galerie d'art. Quatrième structure, une cinémathèque avec actuellement un stock de plus de 250 films africains ou films sur l'Afrique. Cinquièmement, 2 pages Internet, Fondation Afrique à venir, pour contribuer à des injections même mineures de la nouvelle pensée africaine sur la toile. Sixièmement, un espace vidéo sur YouTube et Facebook pour communiquer le débat sur la Renaissance africaine. Septième structure, une école doctorale, PhD, pluridisciplinaire, héritage et innovation où convergent des sommités intellectuelles africaines et d'ailleurs. Le souci majeur est d'offrir aux jeunes chercheurs les sources pluridisciplinaires du savoir millénaire africain dans chaque discipline scientifique et les moyens leur permettant d'inventer et d'innover pour un nouvel équilibre à partir de l'Afrique. Vous avez vu ces doctorats. Huitièmement, un espace rituel géré par les gardiens de la tradition africaine et par les rois et chefs traditionnels pour la conservation de la mémoire, l'insertion dans les profondeurs, la purification et la reconnexion avec la diaspora. Les rois qui sont dans la salle ont l'habitude de venir pour ces rituels-là, et surtout le 28 août de chaque année, qui est devenu une date fixe pour célébrer nos héros de la première heure contre la colonisation. Et dernier point, le 9e, pour consolider les acquis de la vision d'une mémoire collective africaine et d'une Afrique en renaissance. Nous avons doté la Fondation Afrique à venir internationale d'un programme de 7 ans allant de 2015 à 2022. C'est une fondation allemande, la Gerda Henkel Stiftung, qui nous soutient financièrement comme premier partenaire dans ce programme. Depuis 1985, nous serions heureux des portes de soutien que d'autres, et surtout les Africains, voudraient bien ouvrir. Je peux dire ceci à Cheikh Anta Diop, à mes pères et à mes mères. J'ai essayé, avec des moyens de bord. Faites que l'œuvre perdure. Je vous remercie.